Et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous souhaite une belle année. Tout de bon, comme on dit en Suisse. Je ne suis pas suisse, mais j'adore cette expression. Et je suis ravie d'être en présence ce soir de Patrice Marty qui est avec nous pour cette magnifique Libra conférence. Comment vas-tu, Patrice? Très bien, merci pour l'invitation. Bonjour à tous et effectivement, belle année à vous tous avec tout le meilleur. Oui, tout le meilleur. Et puis, on va tranquillement s'installer dans cette Vibra conférence. On a envie, bien évidemment, d'en savoir plus sur cette thématique et un petit peu avant, d'en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais, Patrice. Euh, Homme de terrain, homme parfois de l'ombre, mais qui brille, qui contribue, qui partage. J'ai eu l'occasion de te rencontrer en vrai et j'ai vu un petit peu tout le travail que tu fournis et tout ce que tu permets aux personnes qui sont dans l'accompagnement, dans tout l'ésotérisme, le bien-être, de pouvoir s'exprimer et contribuer aussi à leur tour. Alors j'aimerais que tu puisses prendre, s'il te plaît, prendre quelques instants pour te présenter et partager un petit peu ton expérience. Et puis ensuite, on rentrera dans cette dynamique, dans cette thématique des crânes de cristal. Alors, me présenter, j'ai pas fait véritablement un travail sur moi. Enfin, si, bien évidemment que je fais un travail sur moi au quotidien, mais euh, souvent, quand je discute avec les gens, ils me disent, bah, ça fait 5 ans que je suis sur le chemin plus spirituel, de développement personnel, travail sur soi, des choses comme ça. Et il y en a qui me disent, bah, ça fait 6 mois ou une semaine ou 15 jours, tu vois. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver avec cet éveil-là, avec cette Mmh, conscience-là de la grandeur de l'univers avec tout ce que ça implique, avec la conscience que ce qu'on nous raconte dans la partie un peu officielle des choses, il y avait plein de choses qui étaient fausses, mais ça vibrait en moi, tu vois. Et je ouais. suis arrivé comme ça. Donc, depuis tout petit, je suis voilà, plutôt connecté à ça sans, sans, sans arrière-pensée, Pour moi, c'était normal tout ça. Mmh, mmh. Quand j'étais enfant, je voyais des choses un peu particulières. Je vous en parlerai un peu plus tard si vous voulez dans la Ouais, deuxième avec partie. plaisir. Mais voilà, j'ai grandi comme ça avec quelques capacités, on va dire, avec Mmh. quelques éléments comme ça un peu différents de mes copains qui jouent au foot. Et moi, je joue pas au foot. Eux jouent au foot et pendant ce temps, je lisais L'Obstant Grand Pas, tu vois, le troisième œil Ouais. à l'époque. Ouais. Et voilà, donc j'ai grandi comme ça et c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie, toute mon enfance, mon adolescence. À l'école, ils m'appelaient le sorcier. Mmh. Euh, voilà, j'ai grandi comme ça et j'ai jamais renié qui j'étais, ce que j'étais. J'ai toujours parlé librement et ouvertement de tout ça. Euh, et je me suis aperçu d'ailleurs que euh, les gens étaient très réceptifs en fait. Mmh, mmh, mmh. Avant d'être dans cette partie de vie qui est la mienne depuis une quinzaine d'années, j'avais un autre métier et j'organisais des manifestations pour l'hôtellerie de luxe. Donc rien à voir avec le bien-être, enfin, même si c'est une forme de bien-être. Et un jour, on était à un dîner avec des directeurs de palace à table sur un événement que j'organisais. Et j'ai une dame avec qui je travaillais, mais qui connaissait aussi en privé, qui me dit, mais parle-leur de tes trucs là que tu vas voir en Angleterre, les crop circles là. Je dis, Ouais. non, Marie-Christine, chut, 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 laisse tomber. Elle me dit, si, parle-leur. Et là, je me suis aperçu à la table que tout le monde avait son histoire un peu ésotérique, paranormal, on met le mot qu'on veut dessus, tu vois. Un, Mmh, mmh, mmh. c'était une grand-mère qui tirait les cartes, l'autre qui Mmh. était coupeur de feu, l'autre qui faisait des rêves prémonitoires. Enfin, ils avaient tous une histoire, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, mais quelle liberté de pouvoir en parler comme ça, tu vois. Ouais, bien Et, sûr. euh, et voilà. Et donc, j'ai toujours parlé librement de tout ça, même dans des sphères, tu vois, un peu plus particulières. Mais voilà, et j'ai jamais eu de soucis euh, du regard de l'autre. Je me fous Ouais. éperdument de ce que pensent les autres de moi. Et donc, du coup, ça m'a donné une grande liberté et j'ai toujours parlé de tout ça très librement. Et effectivement, depuis 15 ans maintenant, j'organise des salons du bien-être, Et ouais. bio et spiritualité, et voilà, qui sont en parfaite harmonie avec qui je suis dans cette vie, avec
ce que j'aime faire. Moi, je suis un partageur d'expériences. C'est ça qui me plaît, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et, euh, et voilà, la seule façon que j'ai eu que j'ai trouvé de pouvoir euh, informer les gens vraiment en nombre, leur proposer des choses, leur faire partager des choses, leur faire vivre des expériences, c'était de créer un salon du bien-être. Et voilà, et j'en ai eu un au début, et puis maintenant j'en ai 8, 9. Et donc voilà, plutôt des grosses machines, des gros salons, mais je suis super content parce que ça me permet aussi de donner la parole à des gens qu'on voit pas ailleurs, Tout à qui fait. sont parfois censurés. Ça m'a valu de perdre des partenaires, comme France Mmh. Bleu, qui veut plus être partenaire de mes événements parce que Mmh. je reçois des gens qui sont pas dans la ligne éditoriale De la chaîne. gouvernementale, tu vois, par exemple. Mmh. Et Ouais. donc voilà, donc mais c'est pas grave, tant pis, je perds un partenaire ou deux, mais c'est pas grave, je garde le cap et je Mmh. continue à essayer d'éveiller. Donc ça, c'est mon métier aujourd'hui, les salons de bien-être. Euh, et j'essaye de faire partager aussi mes passions à travers des voyages que je propose chaque année, Ouais. qui sont pour moi des moments magiques parce que de voyager, c'est un voyage dans un pays qu'on connaît pas forcément, mais c'est aussi un voyage vers soi, c'est un voyage vers l'autre. Mmh. Pour moi, c'est important ces voyages. Je veux pas y mettre un mot comme initiatique ou spirituel ou bien-être. C'est des voyages où on se découvre, on découvre plein de choses forcément. Bien Et sûr. voilà, je vous en parlerai un peu plus tard si tu veux des voyages, mais Avec j'en plaisir. fais 4 par an comme ça. Et donc voilà, pour moi, c'est important d'aller partager ça avec les gens qui m'accompagnent sur ces voyages. Et c'est des voyages que je fais quasiment à prix coûtant parce que c'est pas mon métier d'organiser des voyages, donc j'ai pas besoin de Mmh. ça pour en vivre. Moi, j'ai un métier, c'est Mmh. mes salons, j'en ai 9 aujourd'hui, donc j'essaie vraiment de minimiser au maximum les coûts pour que ça reste accessible au plus grand nombre, tu vois, ces voyages. Ouais. Et puis, j'ai écrit ce livre sur les crânes de cristal Mmh. parce que c'est un sujet qui me suit depuis que je suis gamin, depuis que je suis enfant. Et voilà, j'ai vraiment envie de partager cette énergie pour moi qui est une très belle énergie et voilà, c'est important pour moi de diffuser cette énergie. J'ai euh, j'ai l'impression que j'ai ramené en fait l'énergie des crânes de cristal en France en 2004 quand j'ai commencé à travailler sur le premier festival des crânes de cristal en France. Ouais. Avant 2004, il y a 21 ans maintenant, Mmh. personne ne parlait des crânes de cristal. Mmh. Euh, Pour en trouver, c'était mission impossible. Moi, j'en avais cherché à l'époque. C'est un pote qui est parti au Brésil qui m'en a ramené un parce qu'en France, on n'en trouvait pas. Mmh. Voilà, c'était très compliqué. Et puis, j'ai beaucoup communiqué autour des crânes de cristal pendant pour ce festival que Mmh. j'ai organisé de 2005 à 2011. Ouais. Et donc, j'ai beaucoup communiqué, même TF1 à l'époque en avait parlé. Enfin voilà, j'ai fait un gros battage médiatique autour de ce festival. Et à partir de là, l'énergie des crânes de cristal était revenue en France. Et après, il y a plein de gens sont engouffrés dans le chemin. Et c'est super, je suis super content de ça. Et qui travaillent aujourd'hui avec les crânes, qui font des stages, des ateliers. Là, j'ai découvert une sculpteuse de crânes de cristal en France. Ouais. Alors que je connaissais pas. Enfin, voilà, aujourd'hui, il y a tout un engouement autour des crânes. Maintenant, c'est facile, vous allez dans n'importe quelle boutique ésotérique, vous en trouvez Mmh. un. C'est vrai. Et il y en a plein. Moi, sur mes salons du bien-être, il y a plein de gens qui vendent des crânes de cristal. Mmh. Donc voilà, donc c'est facile maintenant. Et il y a 20 ans, c'était un peu compliqué. Ça m'a valu de faire ce festival des crânes de cristal, d'être sur écoute pendant un an et demi, d'avoir un contrôle fiscal. Enfin voilà, j'ai eu plein de petits soucis Ah par ouais. rapport à ce festival des crânes. Parce que à l'époque, ils avaient peur aussi du côté un peu secte du Ouais. truc. C'est Moi, je suis ça, sur ouais. les Alpes-Maritimes. On faisait ça Mmh. sur les Alpes-Maritimes. Il y avait la secte qui me faisait beaucoup rire, lui, dans le Var, qui s'appelait le Mandarum. D'accord. Et voilà, c'était un gourou qui avait fait une secte avec une statue géante de lui qui faisait 20 mètres de haut. Enfin, un truc incroyable. Donc voilà, peut-être qu'ils avaient eu peur aussi Ouais. qu'il y ait un aspect un peu sectaire derrière. Et voilà, et donc ils m'ont beaucoup surveillé. Sur le premier festival des crânes de cristal, on a eu un hélicoptère en stationnaire pendant 3 jours, tu vois. Waouh! Enfin, voilà. Ah ouais, non, ça a été loin. Hein. Et voilà, il y avait des flics à tous les ronds-points de Mandelieu. Enfin, Waouh! mais voilà, c'était il y a 21 ans. Aujourd'hui, je le referais. C'est sûr que ça serait différent, mais le, ils seront peut-être plus sereins parce que depuis le temps, ils me connaissent. Ils savent que j'ai pas l'âme d'un gourou
et que voilà, que c'est plutôt une manifestation plutôt bon enfant, sereine, et justement dans l'échange, le partage, la découverte, il n'y a pas de Oui. prise de substances illégales, il n'y a pas toutes ces choses-là, tu vois. Ouais, Donc voilà, j'entends. voilà. Merci pour ce partage. En prie. Ça nous fait aussi un aperçu historique un peu de comment tu as évolué jusqu'ici. Et justement, alors aujourd'hui, tu prends le micro, si je peux me permettre l'expression, mais cette fois parce que c'est vrai que tu mets en lumière, c'est pour ça que je te disais, homme de lumière, tu mets en lumière dans tes salons toutes ces personnes et on te voit, bon, on te voit à l'entrée, on te voit de ce salon, on te voit la petite main, quoi. Mais ouais. Et là aujourd'hui, on te voit sur scène, on te voit là devant tout le monde se dit ah mais Ouais. Patrice Marty, ok, mais qu'est-ce qui va, de quoi va-t-il nous parler, les crânes de cristal? Puis j'imagine que ça vous intéresse. Donc pour les personnes qui sont intéressées aussi, qui connaissent déjà un petit peu, je vous invite à écrire dans le chat pour nous informer un petit peu de vos expériences si vous en avez eu autour de ça. Et puis, nous parler de ta création aujourd'hui, ton bébé, ton œuvre, qui est ton ouvrage, Ouais. et nous parler un petit peu de ces crânes de cristal. Comme je disais en off, une thématique, moi, que je ne connais pas, et j'arrive en tant que novice. Je suis un peu comme certaines personnes là, curieuses qui ont envie de savoir un peu pourquoi cet engouement pour les crânes, qu'est-ce que c'est, quelles sont les symboliques, où on va avec tout ça, et pourquoi ce livre? Alors, les crânes, tout à l'heure, je te disais que déjà tout petit, j'avais Oui, tout à ces fait, collections et tout à fait. j'ai commencé à dessiner les crânes, je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Sans savoir pourquoi je dessinais les crânes, mais j'en dessinais un peu partout sur mes cahiers d'école, un peu surtout. J'ai bien compris que ça inquiétait un peu le corps enseignant et mes parents, hein, parce que dessiner des crânes, dans notre Oui, culture judéo-chrétienne, c'est plutôt c'est associé à symbolique, la la mort mort. et c'est plutôt le symbole de la mort. Tout à fait. Et donc ils étaient un peu inquiets et un peu, voilà, un peu, ils me regardaient un peu bizarrement. Puis on- des adultes à l'époque m'en ont parlé, m'ont demandé si j'allais bien, mais j'allais super bien. Et donc j'ai bien compris que ça les inquiétait un peu. Alors après, je dessinais des bateaux de pirates et dans le drapeau, Il y avait le je faisais mon petit crâne et j'étais tranquille et plus personne m'embêtait. ouais, Un petit garçon qui dessine des bateaux de pirates, c'est normal, mais juste des crânes, non, c'est pas, non, c'est pas normal. ouais, Ou alors je faisais des voitures et je dessinais des crânes sur les voitures, tout ça, ça passait bien. Et vers l'âge de 14, 15 ans, là, par là, ouais, j'ai découvert dans un bouquin une photo d'un crâne en cristal qui était à ouais. l'époque le crâne de Mitchell Hedges. Et quand j'ai vu la photo de ce crâne, je savais que c'était ça que je dessinais. Faut pas me demander pourquoi, je sais pas, c'était comme ça, mais je savais que c'est Mmh, ça que je dessinais. mmh, Je pense que je suis revenu dans cette vie avec des mémoires de plusieurs anciennes vies comme ça derrière moi où j'étais déjà connecté avec l'énergie de ces crânes de cristal. mmh Et, et voilà, je pense que que j'ai comme mission dans cette vie de travailler sur l'énergie des crânes de cristal, de transmettre euh, leur sagesse, de transmettre leur énergie et d'essayer euh, de diffuser cette information au plus grand nombre parce que c'est vraiment l'énergie des crânes de cristal, une énergie que de lumière, d'amour, de paix, de joie, voilà, il n'y a rien de morbide là-dedans. Ça, c'est la symbolique du crâne. C'est vraiment l'Église mmh, catholique qui l'a déformé, détourné, mmh en l'associant ça à la mort, alors que dans les ouais, cultures du monde entier, mmh mais vraiment du monde entier, hein, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que la symbolique du crâne, c'est la symbolique de la connaissance. OK. Partout sur la planète, c'est un symbole de connaissance. Mais même dans la religion catholique, hein, on le retrouve en symbole de connaissance. Souvent, on représente Marie-Madeleine avec à ses pieds un crâne. Dans la petite église de Rennes-le-Château, Oui, vous retrouverez une statue de Marie-Madeleine qui est avec à ses pieds un crâne posé sur un livre. Le livre, c'est la symbolique de la connaissance par excellence. Avec mmh, un crâne posé dessus, le livre, il est ouvert. C'est la transmission de la connaissance. C'est pas quelque chose d'hermétique, ça doit se transmettre. Et donc, le crâne, c'est la symbolique de la connaissance, mais dans les cultures du monde entier. mmh, Et un autre symbole qui a détourné l'Église, malheureusement, c'est le serpent, qui en a fait l'animal du mal, alors que le serpent, c'est la symbolique de la guérison dans toutes les cultures. C'est pour ça qu'on le retrouve sur le caducée des médecins, sur le caducée des pharmaciens. mmh, C'est un symbole de guérison.
Bien souvent, hein, même, on retrouve des représentations de Jésus sur la croix avec à ses pieds le crâne et le serpent. La connaissance et la guérison. On sait que Jésus soignait les gens, ressuscitait les gens. Il avait la guérison et il avait la connaissance. Donc c'est pour ça qu'il est représenté avec le crâne et les serpents. Et c'est aussi pour ça que mes pirates, ils avaient un crâne sur leur drapeau. Parce que à l'époque, la plus grande richesse, c'était pas l'or, c'était la connaissance des mers. Et les pirates avaient la connaissance des mers. C'est pour ça qu'ils avaient un crâne sur leur drapeau. Parce qu'ils avaient la connaissance des mers. Et c'était une richesse incroyable. Il y a très peu d'écrits. Les cartes, c'était des choses sacrées, secrètes, gardées, parce que c'était grâce à ça qu'on pouvait faire du commerce et transporter des choses, etc. Donc voilà, donc vraiment, la symbolique du crâne, elle est une symbolique de connaissance par excellence, parce que c'est là où on a notre cerveau, qui est la connaissance, mais pas que. Hein, c'est aussi le troisième œil, c'est aussi le chakra coronal avec la connexion avec notre être de lumière, avec le divin. Donc c'est tout ça qui est assimilé au crâne et cette symbolique-là qui est associée vraiment dans toutes les cultures du monde entier, encore une fois, à la connaissance. Et j'ai vraiment aimé ça quand j'ai fait beaucoup de recherches hein, sur les crânes, vous imaginez bien, et de m'apercevoir que dans toutes les cultures, comme ça, on retrouvait ce symbole. C'était bien pour moi parce que encore une fois, ça me confortait dans l'idée que l'histoire qui nous était transmise était pas la bonne. Et voilà, donc de m'apercevoir que au plus profond de l'Amazonie ou dans n'importe quelle tribu, chez les Papous par exemple, ils font des totems en bois avec des gros crânes et derrière dans le crâne, ils gardent des petites cavités où ils gardent les objets des anciens qui sont décédés et pour garder un lien avec la connaissance et la sagesse de l'ancien, tu vois, et avec l'énergie de l'ancien. Donc voilà, on a vraiment, c'est quelque chose d'important. Et s'il y a une chose que vous devez retenir ce soir, ça serait merveilleux. Voilà. Ça ferait casser cet a priori. Bien souvent, les gens, quand ils voient des crânes, ils me disent oh non, crâne. Parce qu'on a ces 2000 ans d'éducation judéo-chrétienne à se défaire de ça. Voilà. Et ensuite, les crânes, ils ont continué à me suivre. Je travaillais avec un docteur qui s'appelle Dr. Chet Snow, qui est un Américain, avec qui je faisais des sessions de régression dans les vies antérieures avec lui quand il venait en France. J'ai travaillé assez longtemps avec lui. Et un jour, il m'appelle, il me dit, Patrice, il y a un crâne ancien qui vient des États-Unis, il fait partie de la légende Maya, c'est la première fois qu'il vient en Europe, ça serait bien que tu ailles le voir. Donc j'ai sauté dans un avion, c'était en Hollande, au fin fond de la Hollande. J'ai pris un train, des taxis, enfin c'était un peu compliqué pour arriver jusqu'au lieu de la rencontre, mais en fait on est arrivé. Et effectivement, j'ai vu ce crâne qui s'appelle Max, et c'est un joli crâne en cristal. Et quand j'ai mis les mains dessus, j'ai commencé à avoir des petits picotements dans les mains, et puis après, j'ai fermé les yeux, j'ai mis mon troisième œil sur le troisième œil du crâne, et là, j'ai eu, mais comme un film qui s'est déroulé, qui s'est joué, alors que j'attendais rien, et j'ai vu plein d'images, plein de choses que je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était, et après, j'ai compris que c'était les Mayas, et là, je me suis vraiment mis à faire des recherches là-dessus. Donc ça, c'était en 2002 ou 2003, par là. Et voilà, et depuis, les crânes de cristal, ils ont toujours été dans ma vie. Ça fait plus de 20 ans maintenant, presque 25 ans qu'ils me suivent un peu partout. Et partout où je vais, je tombe sur des crânes en cristal. C'est les crânes qui viennent à moi. Moi, je me suis jamais levé un matin en me disant, tiens, je vais aller acheter un crâne. C'est toujours eux qui sont venus à moi. Et par des concours de circonstances plus incroyables que les unes que les autres. Ça, je vous en parlerai après dans la deuxième partie, si vous voulez bien. Mais voilà comment je me suis reconnecté à l'énergie des crânes de cristal. Et c'est vrai que après j'ai voulu aller fouiller un peu dans ces vies antérieures justement pour pouvoir comprendre ce que j'avais fait avec les crânes dans le passé. Alors j'ai eu des vies pas très lumineuses avec les crânes où j'étais tout à l'heure je te parlais des gourous et voilà j'ai vraiment eu l'impression dans certaines vies d'utiliser les crânes à mauvais escient. Voilà. De m'en servir, voilà, en étant dans la manipulation, en étant dans le pouvoir, en étant
dans ces énergies-là, tu vois. Ouais, bien sûr. En tant que prêtre, en tant que sage d'un village, ou qu'il n'était pas du tout, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que dans cette vie, je suis venu pour aussi travailler sur mon histoire avec les crânes, tu vois, de réhabiliter qui je suis avec les crânes. Et voilà, donc tout ça, c'était important pour moi aussi de pouvoir faire ce travail. Et je pouvais le faire uniquement qu'en allant sur place. Mhm. Et c'est pour ça que je vais souvent en Amérique centrale, Amérique du Sud, l'île de Pâques, enfin, tous ces lieux un peu magiques. Et voilà, donc pour moi, c'est important aussi d'aller me reconnecter à l'énergie de ces lieux et à me reconnecter à qui je suis vraiment, en fait. Voilà. Mm. Waouh. Merci pour ce partage. Alors, on a déjà des questions. On va vous expliquer un petit peu l'organisation de cette soirée. Comme tu l'as très bien dit, Patrice, elle sera organisée en 2 temps. Dans un premier temps, on va continuer encore à parler des crânes pendant encore à peu près 30 minutes lors de cette vibra-conférence qui est donc accessible. Et puis ensuite, on passera à la partie questions qui, elle, sera en mode privé. Donc, ce sera vraiment une rencontre exclusive directement avec Patrice. Et vous pourrez poser vos questions, vous aurez vos réponses. Autant de questions que vous le souhaiterez pendant ce temps, ce timing qui est donc décidé avec Patrice pour qu'on puisse répondre au maximum à toutes vos questions. Et ça vous permettra, vous, dans un premier temps, d'être dans un état de réception de tout ce que Patrice partage aujourd'hui et puis après, d'échanger, co-créer, échanger, répondre à toutes vos questions. Donc pour ça, il y aura un petit lien que je vous donnerai dans quelques instants. Et comme ça, vous serez déjà inscrit et vous pourrez passer à la deuxième étape de cette rencontre. Ok, alors j'entends que j'entends le verbe utiliser les crânes, ce qui voudrait dire que les crânes, ils ont une puissance, j'ai bien compris, et on peut les utiliser. Ils ont donc un peu comme les pierres en lithothérapie, elles auraient comment ça se passe avec les crânes? Comment on les utilise? Alors, euh, utiliser peut-être pas le bon mot, mais D'accord, c'est le ça mot va. peut-être le plus facile. Euh, Ok. mais on va garder utiliser, c'est plus simple. Ok. Mais les crânes, l'histoire des crânes, tout ça vient d'une légende maya. La légende explique que il existerait 13 crânes en cristal et que ces 13 crânes de cristal, en 2012, auraient dû se réunir ou se sont peut-être réunis et qu'ils ont un message à délivrer à l'humanité. La légende maya dit juste ça. Avec l'approche de 2012, donc il y a 13 ans maintenant, c'est vrai que les gens sont partis dans des délires Mm, apocalyptiques, ça fait mm, dans le papier, ça fait audimat, ça fait plein de choses, mm, mais la légende disait juste que les 13 crânes devaient se réunir et qu'ils avaient un message à délivrer à l'humanité. ok. Et la légende nous explique que ces 13 crânes, en fait, viendraient de 12 mondes galactiques, Mhm. que chaque monde aurait créé un crâne en cristal en y mettant à l'intérieur toutes leurs connaissances. Mm, Et que ces crânes auraient été ramenés sur Terre, en Atlantide, dans un bâtiment pyramidal qu'ils appelaient l'Arche, et que les crânes auraient été conservés dans cette pyramide. Qu'il y a un 13e crâne qui aurait été co-créé sur Terre, en Atlantide, et on aurait ces 13 crânes. mm, Donc la Terre, il l'appelle la planète des enfants, parce que c'est une jeune planète. mhm. Et donc ces 12 mondes galactiques auraient mis toutes leurs connaissances et de l'information, en fait, dans ces crânes de cristal. Aujourd'hui, quand souvent on me dit que c'est plus proche de la fiction que de la réalité, et en fait, non. On sait que le cristal, c'est aujourd'hui notre technologie est basée sur le cristal. Tout à fait. Il faut savoir que si on s'entend actuellement, c'est parce qu'il y a un micro et que dans le micro, il y a du Mm, cristal. mm, Euh, si on peut se parler, c'est parce qu'on est tous connectés à des ordinateurs. La mémoire vive d'un ordinateur, c'est du mm, cristal de roche. C'est la c'est vrai. silice. Mm, Donc on sait que le cristal a cette capacité d'emmagasiner l'information, de la restituer, parce que c'est une pierre qui contient beaucoup d'eau. Et grâce à cette capacité-là, on mhm. sait que le cristal peut emmagasiner l'information et restituer l'information. Donc ça veut dire que cette légende maya, qui est ancienne, n'est pas si dingue que ça.
peut-être que ces 12 crânes de cristal qui ont été amenés sur Terre fonctionnent comme des ordinateurs dont on ne sait pas utiliser. Peut-être que, moi je reste persuadé que demain je donne mon PC, mon portable avec lequel je vous parle actuellement à un indigène dans la jungle qui n'a jamais vu la civilisation. Alors, un, il va savoir ce que c'est l'ordinateur. Deux, peut-être qu'il va réussir à l'ouvrir. Peut-être qu'il va appuyer sur le bon bouton pour que ça s'allume. Après, il faut un code pour rentrer dedans, qu'il n'aura pas. Donc, le truc, il ne pourra jamais s'en servir. Ou peut-être pour s'éclairer. Voilà, éventuellement. Donc, peut-être que nous, aujourd'hui, les crânes de cristal, on en est là. Peut-être qu'ils nous éclairent un petit peu, mais pas plus, quoi. Et que toute l'information qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas encore la lire. On ne sait pas encore comment récupérer l'information qu'il y a à l'intérieur de ces artefacts. C'est juste une hypothèse, hein, c'est une possibilité. Donc, quand ces 13 crânes devaient se réunir en 2012, s'ils se sont réunis, est-ce que cette information a été transmise? Est-ce qu'elle est transmise de façon holographique? Est-ce qu'elle est transmise? Est-ce que c'est des sons? Est-ce que c'est une vibration? Est-ce que c'est une fréquence? Personne n'en sait rien. Enfin, moi, j'en sais rien. Et je me dis que tout pourrait fonctionner. Et donc voilà, ça c'est vraiment la légende dont nous parlent les Mayas. Et vraiment, avec toutes les recherches que j'ai faites, l'Atlantide, c'est le mythe de l'Atlantide, le mythe du déluge, c'est quelque chose qu'on retrouve sur toute la planète, dans toutes les cultures. Même les civilisations les plus reculées dans la jungle, ils ont un mythe du déluge, d'une grande catastrophe, de choses comme ça. Moi, je voyage beaucoup, et quand je vais au Mexique, il y a beaucoup de temples dédiés aux Atlantes. Il y a des temples qui s'appellent les temples des Atlantes, chez les Mayas. Donc, c'est surprenant. À Tula, qui est au nord de Mexico, il y a le temple des Atlantes. C'est des grands monolithes, c'est des personnages très grands, en pierre, bien évidemment, avec des espèces de boîtiers sur la poitrine, avec des armes, des outils dans les mains, on ne sait pas trop. Enfin, c'est des personnages très particuliers. Et on les retrouve sur les sites de Palenque, vous retrouvez au musée de Mexico, il y a des statues d'Atlante qui sont exposées. Donc, ils avaient cette connexion et ce savoir qui leur venait de l'Atlantide. Pourquoi ils avaient ce savoir? Parce que quand l'Atlantide, les prêtres atlantes savaient que l'Atlantide allait se casser la figure. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et avant que l'Atlantide se casse la figure, les 13 crânes ont été ramenés dans une grotte au Guatemala. Parce que c'est la grotte, la première ou la deuxième grotte la plus profonde d'Amérique, de toutes les Amériques. Et c'est dans cette grotte où ont été conservés les crânes de cristal. J'ai été dans cette grotte, bien évidemment. J'ai fait des cérémonies avec des anciens là-bas parce que je voulais me reconnecter avec l'énergie des lieux. Avant que... et donc, les crânes ont été gardés longtemps dans cette grotte. Et avant que les Espagnols n'arrivent et envahissent le Guatemala, ils ne voulaient pas que ça tombe dans les mains des Espagnols parce qu'ils disent que c'est trop de puissance pour une seule nation. Et ils ne voulaient pas que ça tombe dans les mains des Espagnols. Donc, ils ont séparé les crânes. Et c'est pour ça qu'on en a retrouvé un petit peu partout, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, au Belize, en Honduras, un peu partout. Donc, voilà comment ça s'est passé d'après les légendes. Alors, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'écrit. C'est que des légendes orales. C'est des histoires comme ça qui sont transmises. Alors, forcément, il doit y avoir des pertes au niveau de l'information. Ça, j'en suis conscient. Et ça tient à peu près la route, puisque les anciens connaissent bien les crânes quand je suis au Guatemala ou quand je suis au Mexique. Pour eux, c'est un truc qui est d'une banalité, mais absolue. Comme quand on parle des ovnis là-bas, c'est d'une banalité incroyable. C'est pas quelque chose qui les perturbe beaucoup. Et c'est quelque chose presque de normal, c'est leur quotidien, tu vois. Et quand il y a un ovni qui fait son apparition au Mexique, qui peut être filmé, ça fait l'ouverture des JT mexicains. Hein, c'est pas c'est pas tourné en dérision comme ici en Occident. Hein. Tout à fait. Si vous avez le temps de rechercher ça, vous verrez, il y a un ovni, c'est un des plus célèbres, un petit film des plus célèbres, un ovni qui rentre dans le volcan de Mexico. Et c'est un film qui a été fait par les caméras qui surveillent le volcan parce que c'est un volcan qui est très actif. Donc, c'est les caméras des vulcanologues qui ont pris ça. Donc, c'est pas, c'est pas quelqu'un lambda comme ça qui passait par là, il n'y a pas de trucage, etc. Sauf que l'objet, il fait 1,2 km.
Ah ouais. qui rentrent dans le volcan. Tu vois, Waouh. voilà, voilà. Mais pour eux, c'est Mmh. normal. Il n'y a Mmh. pas de, voilà, il y a pas de waouh. Pour eux, Ouais, c'est classique. ouais, Donc ouais. voilà, ils ont grandi avec ça, ils sont connectés à ça, mais pas qu'au Mexique. Hein. Souvent, quand je voyage, quand je vais en Amazonie ou à l'île de Pâques, ou quand je demande aux anciens d'où viennent leurs dieux, à chaque fois, ils me montrent le ciel. Hein. Ils Mmh. me montrent pas le pays d'à côté, ou chez le voisin, ou l'océan, la mer, l'intraterre. Non, c'est toujours le Mmh. ciel. Toujours, c'est là-haut. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, les crânes de cristal ont vraiment cette énergie galactique qui entoure, et en fait, tout est lié. Je parle des ovnis, mais les galactiques, c'est ça, c'est des extraterrestres. Tu reprends Mmh. toutes les cultures du monde entier dans les écrits, dans les plus anciens textes. On parle de personnes, des dieux venus du ciel. Tout est lié, tout se regroupe et tout se rejoint euh, dès qu'on a cette ouverture d'esprit de penser qu'on n'est peut-être pas les seuls dans l'univers. OK. Mmh. Alors j'entends tout ce partage, je vois que ça aussi ça fuse dans le chat où on a pas mal de retours. On va J'ai prendre pas le le temps de lire. Oui, on va prendre le temps de lire tout ça et vous inviter bien sûr à nous rejoindre sur la deuxième partie de cette, Vibra conférence qui sera une rencontre exclusive où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Je vais vous mettre le lien, comme ça déjà vous l'avez et puis on va reprendre, les questions, Oui. déjà les partages et puis moi j'avais quand même une question, par rapport à ces 12 crânes. Qui aurait potentiellement quoi, quelle énergie aurait créé, forgé ces crânes? Parce qu'aujourd'hui, on peut en créer partout, ça devient même un objet de design dans une maison, on en voit parfois un peu partout. Qui aurait ou quoi, enfin quelle énergie aurait forgé pour toi, ces 12 crânes? Parce que le 13e serait Atlante, si j'ai Alors, bien compris. on ne sait pas comment et par qui ont été faits ces crânes. Mmh, La seule chose qu'on sait, c'est que le cristal, il pousse pas en forme de crâne. mmh, Le c'est cristal, ça. il pousse comme une plante, Mmh, sauf que c'est un tout petit chouïa plus long, hein, c'est des millions d'années, mais ça pousse comme une plante. C'est mmh, exactement le même mode de fonctionnement. Ça pousse en hauteur comme ça, et c'est vraiment très très beau, mais très long. Euh, Après, nous, on sait que aujourd'hui, avec notre technologie, on peut tailler effectivement le cristal. Euh, pour tailler du cristal, ou quelque pierre que ce soit d'ailleurs, il faut toujours une pierre plus dure que celle qu'on veut tailler. Donc plus dure que le cristal aujourd'hui, la seule pierre plus dure, c'est le diamant. Donc à notre époque, pour tailler le cristal de roche, pour faire des objets polis qu'on peut retrouver un peu partout, mmh. il faut des meules de diamant. Alors c'est pour ça que ça coûte cher en fait aussi hein, de faire sculpter un crâne en cristal parce que il faut avoir un bloc, on va avoir 2 tiers de perte pour avoir un objet final qui va rester avec un tiers de la masse. Donc, OK. si, moi j'ai un crâne qui fait plus de 8 kilos de taille humaine, qui s'appelle Sirius, c'est un gros crâne en cristal. T'imagines le volume de Ouais, quartz qu'il faut j'imagine. pour pouvoir tailler un crâne comme ça. Mmh, Et en plus, plus le crâne va être gros, plus il va falloir de meules de diamant, même si c'est des meules de diamant, bah, ça coûte cher parce que c'est du diamant. totalement. Et donc, plus il faut de meules de diamant pour sculpter un crâne en cristal. Ça, c'est avec notre technologie aujourd'hui. Et c'est pour ça que les scientifiques nous disent tous les crânes de cristal, tous, Mmh. ne peuvent pas être plus vieux que le début du 19e siècle, date à laquelle les meules de diamant ont été inventées en Allemagne. OK. Or. Donc, pour eux, pour les scientifiques, tous les crânes Mmh. de cristal, 19e, OK. début du 19e, meules de diamant, Allemagne. Mmh. CQFD, il ne peut pas y avoir des crânes plus anciens que ça en cristal. OK. Sauf que on retrouve pléthore d'objets en cristal de roche qui ont été taillés par les anciens, bien avant le 19e siècle, Mmh mh. avec une précision et une finesse au niveau de la taille qui ne ferait pas lire n'importe quel sculpteur d'aujourd'hui. Mmh. Ça veut dire qu'on a des sculptures qui datent de plus de 2000 ans, qui ont été taillées en cristal de roche. Et là, je ne parle pas de taille par percussion, où on tape un caillou sur l'autre. Hein. Non, non. Mmh. Je parle de statues finement ciselées avec des Mmh. polymiroirs. Ça veut dire que c'est tellement
poli à la perfection que notre image se reflète dessus. Tellement que c'est poli à la perfection. Ils ont retrouvé des petites perles qui sont taillées au milieu au micron. Ils ne savent pas comment ils ont pu tailler ces perles. La plus vieille lentille du monde, elle est en quartz, elle a plus de 2000 ans et elle est conservée au British Museum en Angleterre. Donc oui, les anciens avaient la capacité de tailler le cristal, mais pas que de le tailler, de le polir, de le sculpter et de faire des merveilles avec. On a retrouvé des vases en cristal de roche, ça veut dire qu'à l'intérieur c'était creux. On a un col qui est fin et une boule en bas pour le vase qui est épais. Il faut des outils, il faut de la machine pour faire ça, parce que pour descendre, sinon on peut tailler que droit, on fait un uniflore, tu vois. Bien On sûr, peut pas tailler sur les côtés, c'est pas possible. Donc oui, il y avait des machines qui savaient tailler ça. Oui, il y avait une technologie qui avait la possibilité, la capacité de sculpter des crânes en cristal également. Et les crânes de cristal ne sont pas tous du début du 19e. Non. Alors, quand c'est un vase, une statuette, un petit jaguar, un léopard, un truc, ça pose aucun problème que ce soit plus vieux que le début du 19e. Dès que c'est des crânes de cristal, 19e. Ça dérange. Ça les enquiquine parce que quand ils ont fait des tests sur certains crânes, ils nous disent que ces objets ne devraient même pas exister. Ou alors, ils ne veulent pas s'enquiquiner la vie, ils ne rendent même pas leurs conclusions sur les recherches qu'ils ont faites sur des crânes parce que ça les dérange. Sinon, ça serait facile de nous dire, ben voilà, on a trouvé telle marque, c'est réglé. Eh bien non. Donc voilà les crânes aujourd'hui sur Terre. Et pour répondre à ta question pour aller plus loin, les autres crânes en cristal, donc ceux qui feraient partie de cette légende des 13 crânes de cristal, personne ne sait réellement qui les a sculptés. On sait juste que la légende nous parle de 12 mondes qui étaient habités et qui, eux, avaient la connaissance pour sculpter des crânes, des techniques pour sculpter des crânes. On ne sait pas comment. Est-ce qu'ils avaient des outils, des machines, forcément, ou du laser, je ne sais pas. Mais oui, il y avait des techniques de taille qui ont existé à un moment donné sur Terre, qu'on a perdu. C'est vrai pour le cristal, mais pas que. Aujourd'hui, il y a plein de structures en Égypte, au Pérou, au Mexique, un peu partout, avec des traces de machines sur des pierres. C'est pas une idée que je me fais, c'est des choses. Moi, je peux vous les montrer, on peut aller ensemble sur place, je vous montre des traces de machines. Et il n'y a que des machines qui peuvent faire des traces comme ça. Quand on retrouve dans des blocs d'andésite, qui est une des pierres les plus dures au monde, des entailles qui font quelques millimètres sur plusieurs mètres de long, il n'y a qu'une machine qui peut faire ça. Des lames, comme si c'était des lames qui passaient à travers la pierre, comme ça. Alors que ça a 2000 ans. Donc voilà, il y a, ou plus parfois. Donc voilà, on ne sait pas qui est à l'origine de ces crânes. La seule information qu'on a, c'est qu'il y avait 12 mondes et que chaque monde aurait fait un crâne qui aurait été ramené sur la planète des enfants. De quelle façon ils l'ont taillé, on n'en sait rien. Qui sont les fabricants de ces crânes, on n'en sait rien. Une fois, j'étais avec Drunvalo Melchizedek, celui qui a écrit les livres sur la fleur de vie. J'étais avec lui aux États-Unis. Et Drunvalo me disait que pour lui, c'est la vision qu'il en avait, que les crânes de cristal étaient probablement peut-être des ordinateurs, mais il pense aussi que tous les crânes contemporains qu'on a aujourd'hui, ou plus anciens, sont des objets qui pourraient être habités par une conscience. Et Drunvalo me disait, pour moi, c'est des personnes qui, au lieu de se réincarner sur Terre, vont faire le choix d'aller mettre leur conscience dans un crâne de cristal pour aider l'humanité à évoluer et à avancer. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui est audible pour moi. C'est vrai que les crânes, pour moi, ils ont une vraie conscience qui leur est propre. Donc, c'est quelque chose qui me plaît bien dans l'idée, dans le concept. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu ressens de tout ça? Qu'est-ce que tu ressens? Parce que tu nous disais que tu avais une connexion depuis toujours. Quel est ton ressenti là-dessus, personnellement? Alors, avec les crânes, j'ai une connexion un peu particulière parce que j'ai plusieurs crânes dont je suis le gardien, qui sont dans le bouquin. Et je ne sais pas comment dire, je les entends. Quand ils ont un message à délivrer, je les entends. C'est quelque chose de plutôt sonore. Je sais quel crâne parle parce que comme
une voix Mhm. qui serait différente. Mhm. Et voilà, donc là, je les entends. Après, je suis pas, je m'en sers pas comme des boules de cristal. Enfin, c'est pas des objets d'art Oui, divinatoire, c'est pas des choses comme ça. Donc, oui, je les oui. sollicite pas vraiment, en fait. C'est rare quand je les sollicite. Euh, Bien souvent, c'est eux qui me donnent des infos, euh, plutôt pour des choses importantes. Voilà, quand il y a des choses qui sont vraiment très importantes, là, j'ai l'impression ils sont très actifs. Alors moi, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de choses, donc Ouais. j'ai l'impression qu'ils viennent plus la nuit, en rêve, souvent, parce que en temps normal, je me souviens pas bien de mes rêves. Et c'est vrai avec les rêves, ils arrivent à me choper et à me donner des infos. Et quand Sirius arrive aussi dans la journée, pas quand je dors, mais à me donner des infos, c'est que vraiment il faut que j'y sois très attentif parce que c'est super important quand même. Voilà. Et voilà. Après, j'ai cette relation comme ça avec les crânes et que j'explique pas. Hein, je sais pas pourquoi et comment ça marche. Hein, je sais pas Ouais. pourquoi j'en entends certains et pas d'autres. Et Oui. voilà. Et souvent, quand c'est pas mes crânes, je veux même pas avoir un contact avec eux parfois parce que je me dis qu'après, je vais avoir un lien avec eux, ça va être compliqué de m'en séparer. Donc quand je vais dans des boutiques où il y a des crânes, ou sur mes salons, quand j'ai des exposants qui ont des crânes, je Mm. leur dis aux crânes, ne me parlez pas. Je veux Mm. pas avoir d'infos, je veux pas avoir de messages. Sinon, après, si je commence à avoir des messages d'un crâne, je vais pas pouvoir le lâcher, je vais être obligé de repartir avec. Et après, non, mais c'est ça, tu vois. Donc, je peux Mm. pas. Déjà, j'en ai déjà plusieurs. Donc, Mais oui, je voilà, comprends. je peux pas. Voilà. C'est fou. C'est fou, Ouais. c'est fou. Et du coup, tu parlais de encore ces 12 crânes, moi, ça m'intrigue. Ces 12 mondes. Est-ce que ces crânes, chacun de ces crânes avait une connaissance particulière? Est-ce qu'on sait quelles sont ces différentes connaissances? Est-ce que c'est de la connaissance pure? Est-ce qu'il y a une forme de sagesse? Alors, il y a deux questions en une, hein, Patrice, hein, tu l'auras compris. C'est est-ce que tu sais quel message pour chaque? Et puis, quel type de Pas du tout. Mm. Mais rien, personne. C'est bien malin qui pourrait te dire qu'il a une réponse. Mm. Ça sera un menteur. Et, et, euh, et, et c'est pas possible. Aujourd'hui, je pense peut-être. euh, la sagesse, c'est sûr, parce que moi, tous les messages que j'ai, c'est vraiment des messages de sagesse. C'est pour ça que j'ai voulu ce mot sagesse avec le titre du livre. Hein. Vraiment, pour moi, c'est des porteurs de sagesse. Et, euh, et, et, et c'est important pour moi d'essayer de transmettre cette sagesse à travers ce Mm. livre, à Mm. travers les interviews que je donne, les émissions que je fais, parce que euh, c'est vraiment un outil, pour moi, l'écran de cristal, c'est un outil d'éveil, c'est un outil de développement personnel, c'est un outil qui permet de se reconnecter aussi à qui on est, à son être de lumière. Et ça, c'est important. Voilà, donc enfin, moi, je les vois vraiment comme ça, comme ces porteurs de sagesse. Après, euh, peut-être que des médiums, vraiment les Mhm. médiums hein, Ouais, ouais, purs, ouais. euh, pourraient peut-être avoir accès à des infos. Tu vois, je me dis Mhm. que ce serait peut-être une piste à explorer de, de, de faire ce travail-là avec plusieurs médiums, tu vois, pour Oui, essayer de voir un peu dans l'idée de ce qu'avait fait Stéphane Alix, tu vois, ouais, avec tout à son fait. bouquin. Voilà. Mais ça, pour moi, c'est c'est- c'est peut-être une piste à explorer. Peut-être que les médiums ont cette faculté à aller chercher de l'info ou dans l'invisible, où nous, en tant qu'humains classiques, standard, lambda, on n'est pas tous arrivés pareil avec les mêmes capacités. Donc, peut-être que ces gens-là, ces médiums, pourraient peut-être avoir accès à des informations. C'est une piste. Peut-être qu'il faudrait que je puisse essayer d'explorer. Mais voilà, moi, je sais que je fais mon petit travail de mon côté avec mes crânes Ouais, tout à fait. modestement. Mm. Voilà, donc c'est vrai que je voyage toujours avec Sirius, qui est mon gros crâne de cristal. Il s'appelle Sirius, donc forcément il y a une connexion avec là-haut, euh, avec cette étoile, et ça me va bien, ça me plaît beaucoup, et, et, et voilà, c'est encore une fois un lien avec le galactique, et ça c'est toujours des liens un peu particuliers. Je vous parlerai en deuxième partie, si vous voulez, je vous parlerai il Ouais. faudra me faire repenser d'une Oui, expérience que j'ai vécue en Angleterre et c'était assez je la particulier note. dans les crop circles, justement. Ok, je la note. Voilà, donc oui, pour moi, ils ont justement cette sagesse-là à transmettre,
à vraiment à diffuser. Et on pense que quand deux crânes sont mis en contact l'un et l'autre, Ouais, ouais. on pense qu'ils échangent de l'information. Ça a été photographié. On voit l'information. Alors, aujourd'hui, on arrive à la photographier l'information qui circule. On Mhm. n'arrive pas encore à l'interpréter. Mais ça, on sait qu'il y a une information qui est diffusée quand il y a deux crânes qui sont côte à côte. Et Ouais. on pense ensuite qu'ils gardent toujours un lien entre eux. Donc, ça fait comme une espèce de grille Un lien comment? Un au lien niveau de toute la énergétique? planète, tu vois. Oui, une grille Ouais, énergétique avec ouais. l'énergie des crânes de cristal, une énergie un peu cristalline comme ça aussi qui serait autour de la planète pour veiller à l'humanité, pour aider l'humanité dans son évolution, parce que Mm, on mm, sait mm. que le cristal a la capacité, ça c'est sur Oui, le côté piézoélectrique, à générer donc un champ énergétique et, effectivement. et à diffuser de l'énergie, même si ça se voit pas. Dès qu'on fait une pression sur du cristal, ça, ça, ça génère des champs pardon, d'énergie. Et ça c'est scientifique. Hein, ce que je vous dis, Mhm. c'est pas une idée comme ça. J'ai Hein, déjà entendu. Mm, mm, c'est ça. Et mm. donc ça, c'est le côté piézoélectrique du cristal de roche. Et, euh, et donc voilà, donc ça pour moi c'est important parce que ils ont cette capacité à amplifier le cristal. Donc quand on fait une méditation en posant les mains sur un crâne, ou de l'avoir dans les mains s'il est plus petit, Mm, bah, la méditation va prendre une ampleur différente mm, que si on n'avait pas un crâne en cristal. mm, 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 mm. Et si c'est un cristal classique, un morceau de cristal de terminé, biterminé, poli, pas Mm. poli, eh ben, ça n'a pas la même, Ah ouais. ça a pas la même fréquence, ça n'a pas la même énergie, tu vois. Mm. Peut-être parce que il y a effectivement des, des, des entités, des sages qui sont venus habiter ces crânes et du coup, ça apporte aussi une dimension un peu différente et complètement différente d'ailleurs. Et voilà, c'est une très belle énergie, vraiment, je vous assure, si vous n'avez jamais travaillé avec un crâne, essayez un jour de faire une séance avec, vous verrez, il y a des, des- j'ai des retours incroyables. Et s'il se passe rien, c'est pas grave. Il y a pas de, il faut attendre, il faut rien attendre. Donc, et c'est quand on n'attend rien justement qu'on reçoit tout. Donc, Mm. voilà, c'est ça. Et peut-être que ça, il va rien se passer sur le moment, mais peut-être que c'est pendant la nuit, il va y avoir des rêves de dingue, Ça. ou 15 jours après, ou tu vois, voilà. Mais essayez un jour de faire l'expérience de travailler avec un crâne. C'est vraiment une énergie magnifique, vraiment très très belle et pleine de joie. Les enfants, ils adorent les crânes. Voilà. Souvent, quand je pose mon crâne sérieux, c'est qu'il y a des enfants, mais tout de suite, les gamins, ils viennent à côté, ils mettent les mains dessus, ils font des bisous, ils rigolent. Alors, des fois, je vais les voir, je dis, mais pourquoi vous riez? Ils disent, parce qu'ils nous racontent des blagues. Enfin, tu vois, enfin, les gosses aujourd'hui, ils ont cette ouverture qui est magique. Mm. Et voilà, donc, non, vraiment, c'est une belle énergie. J'adore l'énergie de ces crânes de cristal. Ouais. Eh ouais, tu t'en parles si bien. C'est vraiment, on voit ta passion, on la ressent, et Ouais. c'est super intéressant parce que du coup, on en apprend et puis on casse un peu déjà du mystère pour rentrer un peu plus dans la connaissance, tout en gardant encore une part intrigante et on a envie d'en savoir plus et d'aller explorer. Donc ça, c'est cool. Et on va continuer justement d'explorer, nous, dans l'espace qui nous est dédié ce soir. On va vous inviter, puisque là, on va dans quelques minutes faire cette bascule, où vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Patrice. Il y en a déjà, on a déjà des personnes qui ont posé des questions. Moi, je peux vous inviter, pour les personnes qui se sont exprimées dans le chat, à venir nous rejoindre sur cette deuxième partie, qui est donc privée Oui. et sur laquelle vous allez pouvoir échanger de manière plus vive et puis peut-être même intégrer, pourquoi pas, la salle de réunion avec nous et peut-être échanger sur vos expériences avec grand, grand, grand plaisir, vous accueillir sur ces espaces. Alors, on a Will qui nous partage un petit peu son expérience. Moi, je rêve de plus en plus des peuples interstellaires. Oui, forcément, les stellaires, ils sont là. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Depuis que je suis tout petit, je sais qu'on n'est pas seul dans l'univers. Enfin, ça serait Oui, tellement bien sûr, absurde. bien sûr. Et, et, euh, et encore une fois, c'est pas une histoire de croyance, hein. Vraiment, Mmh, je crois pas de qu'il y a quelque ressenti. chose dans l'espace. Je le sais, c'est dans mes Mmh, cellules. Voilà, mmh. j'ai cette connexion depuis que je suis gamin avec ça et je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et, et, euh, et les crânes me l'ont confirmé. J'ai vu des choses incroyables aussi. Enfin, voilà, j'ai zéro doute, quoi, tu vois. Et puis tous les Ouais, textes anciens qui existent, tous font référence à ces peuples venus des étoiles.
que ce soit chez les Sumériens, que ce soit en Inde, que ce soit même du côté nordique, enfin, partout on retrouve ces êtres qui viennent des étoiles, et également au Mexique, au Pérou, avec Viracocha ou Quetzalcoatl, Mhm. et tous ces personnages sont toujours venus du ciel pour transmettre un message, pour éduquer l'humanité, pour apprendre à l'humanité des choses. Voilà, donc ces êtres-là, je trouve dommage de se priver, ne serait-ce même que de l'idée que ça puisse exister, Mhm. Mhm. parce juste avec cette idée-là, il y a tellement de choses qui deviendraient faciles à comprendre et tellement logiques, ne serait-ce que le chaînon manquant déjà, par exemple, tu vois. Oui, Mais bien sûr. il y aurait tellement de choses qui deviendraient faciles de compréhension sans se torturer la tête, tu vois. Mais oui. Et, euh, et voilà, et je parcours le Mhm. monde, moi, pour essayer d'aller voir ça, d'essayer d'amener des gens dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on visite. Là, au mois d'avril, j'organise un voyage pour aller au Pérou et en Bolivie, justement, où on va aller Ouais. sur tous ces sites-là, on va aller survoler les pistes de NASCAR, on va aller passer une journée avec Thierry Jamin, qui est le monsieur qui a découvert les momies de Nazca, qui sont des petites momies extraterrestres. On va aller voir les momies extraterrestres dans un musée. Enfin voilà, on va faire plein de choses on a toute une semaine aussi avec un chaman qui est mon frère des Andes que j'adore. Donc voilà, Mhm. et on va aller voir toutes ces pierres justement. Il y a des traces de machines où il y a tout ça qu'on peut voir et où notre compréhension aujourd'hui, avec nos connaissances actuelles, Mhm. on ne peut pas les comprendre. Alors que si on imagine 2 secondes qu'il y a eu des galactiques à un moment donné qui sont venus sur Terre, tout devient tellement facile de compréhension. J'organise Mhm. aussi tous les ans un voyage pour aller en Bosnie. Il y a la plus grande pyramide du monde là-bas. Elle est Ah ouais. datée de plus de 30 000 ans, donc les scientifiques ne veulent pas en entendre parler parce que 30 000 ans, c'est l'homme de Cro-Magnon, ils ne veulent pas en entendre Mhm. parler. Et alors qu'il y a des datations au carbone 14 qui ont été faites, il y a plein de choses qui ont été faites. J'organise tous les ans aussi un voyage pour aller nager avec les dauphins, parce que les dauphins, ils sont très connectés avec l'énergie de Sirius, qui est aussi l'énergie de mon crâne de cristal. Donc voilà, Mhm. j'ai une relation un peu particulière avec les dauphins, et je pourrais vous le raconter tout à l'heure. Ah Et oui. voilà, donc ça, pour moi, c'est vraiment important, les dauphins, d'aller pouvoir nager avec eux. Et ensuite, cette année, pour la première fois, j'organise un voyage en Turquie pour aller tous les sites sacrés là-bas. Pour moi, la Turquie, c'est vraiment un des berceaux de la civilisation, Mhm. avec le site de Göbekli Tepe, hein, qui veut dire le nombril du monde, Ouais. comme l'île de Pâques et comme beaucoup d'endroits, quelques Mhm. endroits dans le monde comme ça où il y a Mhm. des nombrils. Et voilà, donc on va aller à Göbekli Tepe, il y a la pyramide en Turquie, enfin, il y a plein de choses magiques aussi et mystérieuses en Turquie qu'on va aller explorer. Donc voilà, ça c'est tous les ans, j'organise des voyages comme ça qu'on peut faire et encore une fois où j'essaie d'avoir des tarifs qui restent le plus accessibles. Alors c'est sûr que quand on part 15 jours au Pérou, en Bolivie, c'est un budget qui est plus Mhm. important que quand on En fait Turquie. une semaine avec nager avec les dauphins. Donc voilà, c'est Oui. sûr que c'est pas les mêmes tarifs. On est bien d'accord. Mais une semaine, pour vous donner une idée, hein, une semaine pour aller nager avec les dauphins, on est toute une semaine sur un yacht, on nage avec les dauphins tous les jours, tout est inclus, on est à 1 200 € la semaine. Mhm. Donc, c'est un budget, mais ça reste accessible. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Complètement, complètement. Merci, merci d'étoffer la Avec plaisir. connaissance à l'expérience, parce que c'est vrai que bah, c'est un peu, je dirais, est-ce que tu es pas là pour le coup guidé aussi par ces crânes de donner la connaissance? Parce que Oui, tu as commencé cette oui, conférence en disant que il y a encore des symboles beaucoup trop forts, négatifs, connotés négativement autour de ces crânes et qu'aujourd'hui, bien toi, tu vas déconstruire un petit peu ça avec, oui, à ton échelle, avec cette expérience de terrain, avec, tout ce que tu fais sur les réseaux et puis surtout ce livre aussi et qu'aujourd'hui, oui. tu écris et que tu partages. Vous allez pouvoir vous le procurer. Alors, de quelle édition il est? C'est pas c'est la Nord, non? C'est les éditions Lanor, absolument. Ouais, Sinon, vous pouvez le retrouver sur mon site, c'est savoirperdu.com. d'accord. Voilà, vous Voilà. avez déjà toutes les infos, bien évidemment, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser. On va faire la bascule. Là Oui, maintenant, je vous redonne les amis. Alors, je veux juste te remettre 2-3 messages
Aurore qui était avec nous depuis le début et qui nous partage, voilà, merci à un moment donné de dire d'où viennent les 13 crânes de cristal ayant ressenti depuis mon ado, ils sont venus sur Terre par des météorites. Donc voilà, donc c'était au moment où tu étais en train d'expliquer l'histoire hein, de ces cristaux, crânes de cristal, pardon. Ouais. Alors, bonsoir de Bretagne, nous dit Irina. Merci pour cette belle initiative de nous éclairer sur le sujet des crânes, car les informations les concernant sont souvent très controversées. On en a parlé un petit peu déjà, et Ouais. on va continuer à en parler, bien évidemment. Voilà, et puis beaucoup de merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu partages. Les questions, moi, je vous Plaisir. invite à les reposer. Je parle à toutes les personnes qui ont déjà posté là dans le chat. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui se sont déjà procurées la rencontre exclusive. Pour ces personnes-là, donc qui ont déjà fait le nécessaire pour accéder, eh bien, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à rester connecté avec nous. Et on va faire la bascule. Je me perds. C'est intéressant ce que nous dit Irina. Alors, on va faire la bascule dans quelques instants. Je vous donne le lien pour pouvoir accéder à tout ça. Voilà, puis nous, on va continuer. Alors, j'étais sur l'expérience de l'Angleterre et puis une autre, je crois, mais je ne sais plus c'est laquelle, sur laquelle on va rentrer dans le détail. Tes anecdotes dont tu voulais nous parler sur ces expériences extraterrestres. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter. À tout moment, vous pouvez également revoir cette Vibra conférence en public. Vous pouvez la partager aussi. Et j'embrasse toutes les personnes qui ne pourront pas être avec nous sur la deuxième partie. Tout à fait. On va d'ailleurs prendre un petit temps pour les remercier. Je vais te laisser à cet espace aussi. Et puis ensuite, on fera la bascule. Nous t'écoutons, Patrice, précisément. Voilà, juste de leur faire leur souhaiter plein de belles choses pour 2025. Un gros bisou et merci d'avoir été là pour cette première heure. J'espère que ça aura répondu à certaines interrogations. Si des gens ne connaissaient pas les crânes de cristal, ça vous donnera envie d'aller feuilleter le bouquin et voilà, ou de venir en voyage et partager des expériences. Parce que pour moi, c'est ça. Le plus important, c'est l'expérience. La vie est une expérience. Il faut vivre les choses. Donc, à un moment donné, il faut laisser tomber l'ordi, il faut laisser tomber les bouquins et il faut aller sur le terrain. Il faut vivre les choses pour se reconnecter encore une fois à soi, se reconnecter à notre histoire, à qui on est. Et ça, c'est tout le travail d'une vie. Bien sûr. Et comment? En tout cas, merci pour ce message. Merci Avec plaisir. beaucoup, Patrice. On fait la bascule. Ouais. On a également Lola qui est là, qui veut bien essayer de se connecter, voir ce qui se passe quand je découvre Patrice. Merci. Allez, c'est parti. On est parti pour la bascule. Merci. On se rejoint sur le lien que je vous remets ici pour les personnes qui viennent d'arriver. Allez, c'est parti. Ok.